3 semaines avant mon mariage, j'ai mis la robe seule et j'ai enfin compris ce que j'étais sur le point de faire. Non pas parce que Philippe était un mauvais homme, non pas parce qu'il m'avait menti ou trahi ou fait quoi que ce soit qui méritait le mot mal, mais parce que je me suis regardée dans ce miroir et que j'ai vu quelque chose qui m'a arrêtée complètement. Une femme sur le point de donner la seule chose qui avait demandé des années à construire. Sa propre vie, enfin et vraiment la sienne. Non pas par amour, mais par peur. La peur d'être seule. Et à ce moment-là, avec la robe sur moi et les invitations déjà envoyées et la salle déjà réservée, j'ai compris que la peur n'est pas une raison de se marier. Pas à 65 ans. Pas après tout ce que j'avais déjà vécu. J'ai annulé le mariage 3 semaines plus tard. Et aujourd'hui, 2 ans après, je sais avec une certitude que je n'ai sur presque rien d'autre dans ma vie que c'était la décision la plus importante que j'avais prise depuis des décennies. Je m'appelle Véronique. J'ai 67 ans. J'ai passé 32 ans dans les ressources humaines, à recruter des gens, à les évaluer, à passer toute ma vie professionnelle à apprendre à voir ce qui existe derrière ce que quelqu'un choisit de montrer. J'ai été mariée à mon premier mari Michel pendant 38 ans. Nous avons eu 2 enfants, Antoine et Sophie, qui ont leur propre famille et leur propre vie maintenant, et qui au moment où je vous raconte tout ça, étaient encore en train de traiter certaines parties de ce que je vais vous décrire. Michel est mort il y a 5 ans d'un cancer qui a évolué vite par rapport à ce que le cancer peut être, mais qui a quand même duré trop longtemps pour ce que c'était. Et quand il est mort, je me suis retrouvée seule dans une grande maison où soudain chaque pièce avait un silence différent et je ne savais quoi faire d'aucun d'eux. Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose que personne n'aborde avec une vraie honnêteté. De l'erreur que font beaucoup de femmes après 60 ans, après avoir perdu un mari ou quitté un long mariage. L'erreur que j'ai failli faire. L'erreur que j'ai vu commettre à des amis proches et qui de l'extérieur paraît tellement évidente et de l'intérieur est complètement invisible. L'erreur de confondre la peur de la solitude avec le besoin de se remarier. Les 2 premières années après la mort de Michel ont été les plus étranges de ma vie adulte. Pas les plus tristes, même si elles l'étaient aussi. Parce que soudain, il n'y avait plus personne qui rentrait à une heure précise. Plus personne dont les horaires organisaient les miens. Plus personne qui demandait ce qu'il y avait à dîner, ou qui laissait ses clés au mauvais endroit, ou qui dormait du côté droit du lit, avec cette présence physique qu'on tient pour acquise pendant des décennies, et qui, quand elle disparaît, laisse un vide qui n'a pas de forme exacte, mais qui est là tout le temps. J'ai appris à fonctionner dans ce vide, pas à le remplir, à fonctionner à l'intérieur, ce qui est différent et qui est la seule chose qu'on peut faire honnêtement quand quelqu'un qui faisait partie de votre vie depuis presque 4 décennies n'est plus là. Je me suis construite une routine qui était la mienne pour la première fois depuis longtemps, sans considérer les horaires de personne d'autre, sans négocier ce qu'on mangeait ou ce qu'on regardait ou à quelle heure on éteignait la lumière. Une petite routine, sans drame, mais complètement la mienne. Et dans cette routine, j'ai trouvé, très lentement et avec quelques faux pas, quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas encore le bonheur. C'était quelque chose de plus silencieux que le bonheur. C'était la stabilité. C'était savoir que quand je me levais le matin, la journée était à moi pour la construire du mieux que je pouvais. Philippe est apparu la 2e année. Je l'ai rencontré lors d'un dîner entre amis communs. Une de ces soirées que les amis bienveillants organisent quand ils savent que quelqu'un est seul et qui parfois fonctionne et parfois pas. Philippe était veuf lui aussi, 2 ans plus loin que moi dans ce processus. Calme d'une façon qui m'a semblé être de la maturité émotionnelle et que je comprends aujourd'hui être peut-être simplement qu'il était un homme calme. Ou peut-être qu'il avait appris à montrer
ce que les femmes d'un certain âge veulent voir. Ce que je sais, c'est que ce soir-là, il m'a semblé quelqu'un avec qui je pouvais vraiment parler. Et après 2 ans de conversation qui effleuraient la surface des choses sans jamais y entrer vraiment, ça m'a semblé une raison suffisante pour le revoir. Nous nous sommes revus, 1 fois par semaine, puis 2. Des sorties tranquilles, de longues conversations, ce confort qui apparaît parfois rapidement entre des gens qui ont l'âge suffisant pour ne pas perdre de temps en détours inutiles. Philippe était attentionné. Il appelait quand il disait qu'il allait appeler. Il se souvenait de choses que j'avais mentionnées en passant. Il demandait des nouvelles d'Antoine et de Sophie par leur prénom, ce qui semble un petit détail, mais n'en est pas un, quand on est seul depuis assez longtemps pour remarquer chaque signal que quelqu'un fait vraiment attention. Je suis tombée amoureuse, ou j'ai cru tomber amoureuse. Aujourd'hui, je sais que ce que je ressentais était réel, mais que réel n'est pas la même chose que suffisant. Que la chaleur que je ressentais quand j'étais avec Philippe était en partie lui, et en partie le soulagement de ne plus être seule, et que ces 2 choses mélangées produisent quelque chose qui ressemble exactement à l'amour, même quand ce n'en est pas entièrement. 8 mois plus tard, nous étions fiancés. Antoine et Sophie ont reçu la nouvelle avec un mélange de soulagement et de quelque chose que je reconnais maintenant comme de l'inquiétude, et que sur le moment, j'ai interprété comme du bonheur. Les amis étaient ravis, ma sœur a pleuré. Tout le monde autour de moi semblait sentir que c'était juste, que c'était ce qui devait se passer, qu'une femme de mon âge avait besoin de compagnie et que Philippe était la bonne compagnie. Et moi, entourée de toute cette validation, j'ai cessé de me poser des questions que j'aurais dû continuer à me poser. Nous avons commencé à planifier le mariage, une petite cérémonie, intime, rien d'excessif, parce qu'aucun de nous deux ne voulait ça à ce stade de la vie. Une date, un lieu, les personnes que nous voulions avoir à nos côtés. Et pendant que nous planifions, ont commencé à apparaître les conversations sur après, sur ce à quoi ressemblerait la vie une fois mariés, où nous allions vivre, comment les finances allaient fonctionner, comment la maison allait être organisée. Et dans ces conversations, j'ai commencé à remarquer des choses, de petites choses, au début tellement petites que je les laissais passer, parce qu'elles avaient des explications raisonnables et parce que je ne voulais pas être la femme qui détruit quelque chose de bien en cherchant des problèmes là où il n'y en a pas. Philippe avait des idées très arrêtées sur la façon dont une maison devait être organisée. Il ne les présentait pas comme des ordres, il les offrait comme des préférences, des suggestions, avec cette voix raisonnable de celui qui veut simplement que les choses fonctionnent bien. Mais les préférences étaient cohérentes et couvraient des territoires que j'avais appris à considérer comme les miens. Les horaires des repas, l'arrangement des espaces, qui gérait quelle côte, de petites choses, mais beaucoup, et toutes poussant dans la même direction. Il y a eu un après-midi où nous avons parlé de mon appartement, le mien. Après le mariage, nous allions vivre dans sa maison, plus grande, et je pouvais vendre le mien ou le louer. Il l'a posé comme quelque chose de naturel, presque déjà décidé. Et j'ai acquiescé parce que sur le moment, ça m'a semblé raisonnable. Ce soir-là, seule, je me suis assise dans le séjour de mon appartement et je l'ai regardé. Les plantes que j'avais choisies, les tableaux accrochés exactement là où je les avais voulus, la façon dont la lumière entrait par les fenêtres à 18 heures, que je connaissais précisément parce que je l'avais observée seule pendant 2 ans. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'ai pas su bien nommer dans ce moment, mais qui était, même sans que je l'appelle encore ainsi, une perte anticipée. J'ai laissé passer ça aussi. Il restait 3 semaines avant le mariage, quand est arrivé le jour du dernier essayage de la robe. Je l'ai mise seule chez moi, pas traditionnelle,
mais la couturière me l'avait permis parce que je le lui avais demandé. Je voulais me voir dans mon propre miroir, dans mon propre espace, sans l'enthousiasme de personne à côté qui puisse teinter ce que je voyais. Je me suis placée devant le miroir et je suis restée là pendant un temps que je n'ai pas mesuré. La robe était belle, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était la femme à l'intérieur, qui avait l'air effrayée d'une façon que la robe ne pouvait pas dissimuler. Pas effrayée de Philippe, ni du mariage, ni de quoi que ce soit de concret. Effrayée de ce qui venait après, de réorganiser sa vie autour de quelqu'un d'autre, de renégocier chaque décision, de céder à nouveau de l'espace, du temps, de l'autonomie, de se réveiller dans 5 ans dans une maison qui n'était pas tout à fait la sienne, dans une routine qu'elle n'avait pas entièrement choisie, en se demandant comment elle en était arrivée là. Je me suis assise sur le bord du lit avec la robe sur moi, et je me suis posé la question que j'aurais dû me poser des mois plus tôt. Non pas si j'aimais Philippe, ce n'était pas la bonne question. La bonne question était celle-ci. Si je n'avais pas peur d'être seule, est-ce que je le choisirais quand même? La réponse est arrivée sans que j'aie à chercher. Non, je ne l'aurais pas choisi. Non pas parce que Philippe était la mauvaise personne, mais parce que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'un mari. C'était d'apprendre à vivre seule dans le sens plein du terme. Non pas comme un état transitoire entre une relation et la suivante, mais comme une façon d'être au monde qui a sa propre dignité et sa propre valeur. Et cet apprentissage était inachevé. Je fuyais encore le silence au lieu de l'habiter. Je remplissais encore les dimanches pour ne pas ressentir ce que les dimanches vides me faisaient ressentir. Je confondais encore compagnie et solution. J'ai appelé Philippe ce soir-là même. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler, que j'avais réfléchi, que je ne pouvais pas aller de l'avant avec le mariage. Je lui ai dit que j'en étais sincèrement désolée, et je l'étais, parce que Philippe n'avait rien fait de mal, et que faire du mal à quelqu'un qui ne le méritait pas pesait sur moi. Mais continuer avec quelque chose où je ne pouvais plus être pleinement présente lui aurait causé un tort bien plus grand, et me l'aurait causé à moi aussi. C'était prévisible et je l'ai compris. Il y a eu des conversations difficiles dans les jours suivants. Il y a eu des personnes dans mon entourage qui n'ont pas compris non plus, qui m'ont demandé comment je pouvais annuler quelque chose comme ça à 3 semaines de la date, qui ont dit que je faisais une erreur dont j'allais me repentir, qui ont dit qu'une femme de mon âge ne pouvait pas se permettre de refuser une telle opportunité. Cette dernière phrase, « une femme de mon âge ne peut pas se permettre », c'est précisément le type de phrase qui pousse tant de femmes à prendre des décisions qu'elles ne veulent pas vraiment prendre. Le se permettre. Comme si avoir des critères à 65 ans était un luxe auquel on n'a pas droit. Comme si après un certain âge, la barre était censée descendre et qu'on était supposé accepter la première chose qui arrive, sans être clairement visible. Comme si l'alternative au remariage était nécessairement la misère. L'alternative au remariage peut être exactement ce que j'ai trouvé après, ce qui n'a pas été facile d'emblée. Je veux être honnête là-dessus, parce que ce serait malhonnête de dire que j'ai annulé le mariage et que tout s'est immédiatement amélioré. Il y a eu des semaines difficiles, le deuil de quelque chose que j'avais imaginé comme un avenir et qui soudain n'existait plus. Le malaise d'expliquer à des gens qui ne comprenaient pas. La solitude des dimanches que je n'avais pas encore appris à habiter. Mais j'ai continué à apprendre. J'ai appris que la solitude a des textures différentes, que la solitude qui vient de la peur est une chose, et que la solitude qui vient du choix en est une autre entièrement, que la première vous fait chercher n'importe quoi pour la vampire, et que la seconde vous laisse construire quelque chose qui en vaut la peine. J'ai appris à rester chez moi un dimanche sans avoir besoin que la journée soit pleine. J'ai appris que le silence des soirées n'était pas l'ennemi que j'avais cru, mais simplement le son d'une vie qui était complètement la mienne.
J'ai appris qu'à 65 ans, avec tout ce qu'une femme porte en elle, les pertes et les apprentissages, et les choses qu'elle a traversées, et celles qui l'attendent encore, elle n'a besoin de personne pour la compléter. Elle peut vouloir de la compagnie, ce qui est différent. Elle peut choisir de partager sa vie, ce qui est aussi différent, mais pas par peur, jamais par peur. Aujourd'hui, je vis seule dans mon appartement, avec les plantes que j'ai choisies et les tableaux accrochés là où je les ai voulus, et la lumière de 18 heures que je connais parce que je l'observe depuis des années. Je vois des amis, je voyage quand je peux. J'ai des conversations plus longues et plus honnêtes avec Antoine et Sophie que celles que nous avions quand j'étais au milieu des fiançailles, en train d'essayer de me convaincre que tout était comme il devait être. Est-ce que je regrette d'avoir annulé? Pas un seul instant. Est-ce que je regrette d'être arrivé aussi près de l'erreur avant de l'avoir? Oui, parce qu'il m'a fallu trop longtemps pour me poser la bonne question. Et la bonne question n'était pas si je l'aimais. C'était si je choisissais depuis la liberté ou depuis la peur. C'est la question que je propose à chaque femme dans une situation semblable. Non pas si l'homme est bien, non pas si la relation fonctionne, mais ceci: si vous n'aviez pas peur d'être seul, le choisiriez-vous quand même? Si la réponse est oui, allez de l'avant. S'il y a un doute, le doute mérite attention avant qu'il y ait une robe achetée et des invitations envoyées. La peur de la solitude est réelle. Je ne la minimise pas. C'est l'une des peurs les plus profondes qui existent, et il est parfaitement humain de la ressentir. Mais la peur n'est pas une boussole fiable pour les grandes décisions. C'est une alarme, pas une carte. Elle nous dit que quelque chose nous effraie. Elle ne nous dit pas quoi faire de cette peur. Ce que nous faisons de cette peur est la différence entre une vie que nous choisissons et une vie dans laquelle nous finissons simplement. À 65 ans, avec tout ce que vous avez déjà vécu, vous méritez une vie que vous avez choisie. Est-ce que vous avez jamais été sur le point de prendre une grande décision par peur d'être seul? L'avez-vous prise et regrettée? Ou vous êtes-vous arrêté à temps comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux lire chacune de vos histoires, parce que je sais que je n'étais pas la seule à me tenir au bord de ce précipice. Et si vous connaissez quelqu'un qui s'y tient en ce moment, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est entendre que quelqu'un d'autre a posé la bonne question avant qu'il ne soit trop tard.